Ça fait genre, on s'amuse. Bonjour à tous, merci de nous retrouver depuis Tel Aviv, Shana et Roni, deux franco-israéliens pour vous parler d'Israël autrement et surtout de l'intérieur, en pleine guerre régionale. Ouais, on est le 25 mars, il est 17h11 et on a eu aujourd'hui, on en a eu 2 cet après-midi, on en a eu De cette nuit, 2 cette nuit, on en est à 4 aujourd'hui, enfin 4 sirènes. 4 sirènes, 4 alertes, 4 attaques de missiles balistiques sur Tel Aviv. Ouais, journée normale. Ouais, journée normale, alors qu'on aurait quand même espéré qu'après donc 26 jours de guerre, on n'en soit plus tout à fait au même truc, quoi. Et on en est à peu près au même point. Ouais, je pense que les gars, ils se disent, on n'est pas obligé de tout leur mettre sur la gueule d'un coup. On va en envoyer un de temps en temps. Ah, les Iraniens ? Ouais. Ah, mais les Iraniens, Et pour les rendre fous, quoi. Bah, ils ont tout compris. Mais moi, ce qui me rend folle, c'est pas ça, c'est de se dire comment on en est encore à ça, quoi. Non, tu dis, enfin, au final, les habitants dans le Nord, il y a eu 2 morts cette semaine. Un agriculteur qui est mort de tir israélien, par erreur. C'est ce qui arrive en temps de guerre. Une Israélienne qui n'a pas eu le temps d'aller s'abriter, de 30 ans, je crois. Et Ouais. en fait, eux, ils sont comme le 8 octobre, quoi. Sous les trucs, sous les roquettes, les drones du Hezbollah, comme si... Et en fait, l'Iran, pareil. On nous avait dit, l'Iran, on a détruit leurs possibilités. On a quand même... Franchement, il faut reconnaître à Netanyahou d'avoir réussi à ramener le président américain sur le dossier. C'est très fort, c'est du jamais vu. Et pour autant, il continue à nous défoncer plusieurs fois par jour. Le nord, le sud, à côté de Dimona, ça tape. Non ? Ouais, non, c'est clair que ça tape, mais je pense que ça tape. Je pense que c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Et c'est ça qui me. Attends, ils n'ont pas encore le supersonique, là, on l'a pas encore eu. Je pense qu'ils auront. Je pense pas qu'ils ont les capacités d'envoyer plus que ce qu'ils font. Ok. Je pense qu'ils sont à leur maximum là et qu'ils sont en mode. On planque les lance-missiles et quand on arrive à en sortir un, Ouais. on envoie ce qu'on a Mais attends, ils ont plus de leader. Comment ils peuvent encore mais il n'y a pas nous besoin faire d'avoir. chier autant ? Oui, mais tu vois, il y a des unités qui travaillent toutes seules. Ils savent qu'ils ont juste besoin d'envoyer un missile, ils sont là et ils n'ont pas besoin d'attendre le leader suprême pour leur dire, puisque ça fait quand même presque 50 ans qu'ils leur disent Israël, c'est tapez-leur sur la gueule. Ouais. Ils se lèvent le matin, ils leur disent. Tu sais que dans les écoles en Iran, quand tu rentres dans une école ou dans un building administratif, quoi que ce soit, au sol, il y a des drapeaux imprimés au sol, les drapeaux américains, les drapeaux israéliens, et donc tu es obligé de marcher dessus. Quand tu rentres à l'université, par exemple, tu es obligé de marcher sur le drapeau israélien. Je me rappelle que quand j'avais commencé ma campagne Israel Loves Iran, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué ça et qui m'avait dit qu'il y avait un professeur qui, tous les matins, il faisait le tour exprès. C'est-à-dire, il enjambait, quoi. Et c'est pas qu'il enjambait, parce que tu vois, il m'avait envoyé une photo, il y avait un petit muret à côté, donc il montait sur le petit mur pour tu vois, en mode résistance. Okay. Je marche. Et donc, imagine la mentalité. Imagine comment enfin, tu vois, les gens, ils savent que c'est ça, quoi. C'est imprimé dans leur tête. Tu marches sur le drapeau israélien depuis que t'es né. Ouais, mais regarde le Hamas, quand Sinwar avait été tué, quand il y avait eu ça, le Hezbollah, quand Nasrallah avait été tué, il y avait quand même un moment de bordel où on a eu un petit moment de répit. Ouais, mais c'est pas pareil. Là, tu parles d'un pays de 90 millions de gens avec des unités qui sont défragmentées, c'est-à-dire tu en as dans des grandes villes, tu as des unités qui savent travailler toutes seules avec des généraux et voilà, et les gars ils sont... mais donc la stratégie, il faudrait l'adapter. Moi c'est ça qui me fait peur. Mais je pense que les Israéliens et les Américains, ils tapent sur tout ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les missiles, les roquettes, l'infrastructure, l'essence des missiles, ils tapent. Et tu vois, et je pense qu'ils en ont de moins en moins.
C'est sûr Et même qu'ils en s'il ont- leur en reste, écoute, même s'il en reste 50, ils en avaient, on va dire, 300, 400 au début, et disons qu'il leur en reste entre 100 et 50. Mm. Il suffit d'en envoyer un par jour. Oui, mais donc on règle pas le problème. On a quand même le gouvernement le plus à droite, le plus va-t-en-guerre de l'histoire d'Israël, je pense, et le plus raciste aussi, qui est là à s'être fait élire. Pour le coup, ils se sont fait élire pour ça. Ils se sont fait élire pour casser des groupes terroristes, des Arabes. Enfin, c'était quand même ça leur message, déguisé ou pas. Depuis le 7 octobre, on a des tarés là, du gouvernement qui nous font un truc catastrophique à dire qu'il faut raser Gaza et des compagnies. Au final, c'est le gouvernement qui a soutenu directement, indirectement, et on le saura peut-être un jour de façon formelle, le Hamas. Au final, le Qatar, l'argent qui est rentré pour soutenir aussi la branche armée du Hamas. Et donc, tu te dis, on a vu les images cette semaine du Hamas qui repart sur les pick-up et qui se fait ses entraînements à ciel ouvert. Donc, moi, je te dis, c'est un gouvernement qui s'est fait élire pour ça. Alors, allez-y, allez jusqu'au bout. Comment c'est possible qu'au final, vous apportiez tellement pas de sécurité à Israël que même quand on va en guerre et qu'on a le soutien des États-Unis, ce qu'on n'a jamais eu à ce point-là, on ne soit pas foutu de réussir à les arrêter. Mais là, je pense que, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je pense que ce n'est pas le gouvernement, c'est l'armée. C'est-à-dire que le gouvernement, ils leur ont donné le feu vert. Ils ont fait passer une loi cette semaine, parce que tu sais qu'en Israël, on fait des sikulim memoukadim. Vas-y, explique aux gens, Sikoul Memoukad, juste pour le fun. Un assassinat ciblé de terroristes ou d'ennemis. Alors donc l'armée israélienne, ça fait des années qu'ils le font, c'est-à-dire que quand il y a un terroriste connu, un chef, un leader du Hamas ou du djihad islamique ou quoi que ce soit qui est repéré, eh ben, ils vont et ils se mangent un missile sur la gueule. Et ça... dans le droit international, c'est interdit, puisque c'est, on va dire, un assassinat. Et donc ça, les Américains, ils le font pas. Non. Et donc, les Israéliens, ils le font, donc c'est comme ça qu'ils ont descendu. Ou alors ils le font sans qu'on le sache. Oui, ils le font en disant, oui, il y avait là des roquettes, il y avait des missiles, donc il y avait un intérêt stratégique à taper sur cette cible. Et par hasard, il y avait aussi. Non, ils l'ont fait pour Ben Laden. Les Américains l'ont fait pour Ben Laden. Oui, mais Ben Laden, ils ont été le chercher. Et par hasard, il s'est fait descendre. Mais Duro, par exemple, Duro, là, ils ont été le chercher pour le juger. Oui. Donc le c'est but différent quand c'est un chef d'État, c'est des tarés de prendre un chef d'État. Oui, non, mais le but même, on va dire, de la stratégie militaire, enfin, le but de l'action, c'est d'aller le chercher. Si le gars, il se défend et qu'il est tué, il est tué. Mais là, les Israéliens, c'est pas ce qu'ils font. Il y a un avion qui passe et il y a une bombe qui tombe. Oui, mais hyper chirurgicalement, d'ailleurs, on l'a vu, et ça ne tue pratiquement que les... Je te dis pas que je suis contre. Non, je précise pour ceux qui connaissent pas tout à fait la... Non, mais je te dis... on détruit pas un quartier pour... Non, évidemment. Mais... Et donc ça, les Israéliens, par exemple, quand ils vont taper sur Nasrallah ou sur des gars comme ça, ils font ce qui s'appelle un Sikoul Memoukad, donc une cible, une cible et les Américains, ils le font pas ça. Et donc cette semaine, et donc quand ils le font généralement les Israéliens, il y a quand même il y a l'aval du gouvernement, c'est-à-dire l'armée repère une cible, ils vont dire écoutez, on a trouvé Khamenei, on sait où il est, on veut y aller. Et donc, ça remonte au gouvernement. Bien sûr, ça doit être validé par le... Et tu as le cabinet militaire. Mais c'est le chef d'État qui doit valider. Et donc, c'est Netanyahou. Et donc, ça crée un delay, un problème, puisqu'il fallait remonter chez Netanyahou, demander... Et cette semaine, ils ont fait passer une loi qui laisse à l'armée le soin de prendre les décisions toute seule. En leur disant, écoutez, allez-y les gars, si vous avez Khamenei... Et cette loi, elle est passée cette semaine. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas qu'il y a un manque de volonté de ce gouvernement qui est d'extrême droite avec
Ben Gvir et Smotrich et Netanyahou. Je pense pas que ces trois-là, ils sont là en train de dire ouais, on devrait y aller moins fort ou quoi que ce soit. Non, je te dis au contraire. Je te dis, pense que non, c'est l'armée, l'inverse. je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'est exactement. Je suis tout à fait d'accord Pourquoi avec on toi. en est encore là parce que c'est un pays. L'autre jour, je suis tombé sur un reportage où le mec il expliquait qu'il y avait une ville, une ville, il a appelé ça la ville des missiles. Et en fin de compte, c'est un endroit qui est perdu dans le désert de l'Est de l'Iran. Donc je sais pas si tu vois, l'Iran, c'est immense, ça fait presque la moitié des États-Unis. C'est 80 fois Israël. Ouais, donc c'est 3 fois la France. Imagine quoi, c'est immense. Et donc il y a un endroit, ça s'appelle la ville des missiles. Ça fait la taille d'une grande ville. Et c'est que des silos de missiles. Et donc, c'est filmé par satellite. J'aurais dû t'amener la photo. Et tu vois, c'est des silos qui sont souterrains. Donc, c'est des tunnels. Okay. Donc, tu as un tunnel et tu en as sur la superficie d'une ville. Tu n'as que des petits tunnels comme ça. Et dans chaque tunnel, tu as un lance-missile. C'est-à-dire, tu as un camion avec un missile qui va sortir du tunnel, qui va monter son missile et te l'envoyer et re-rentrer à l'intérieur. Ouais. Et tu en as... Et donc, juste sur cette superficie, tu en as mais peut-être des milliers. Okay. Ça, c'est l'Iran. Ils font ça depuis 50 ans, les gars. Ouais. Ils se sont préparés. Ouais, donc, le fait qu'on s'en mange que 4 par jour... Déjà, on se mange des missiles à tête explosive là, qui se divisent en 10, 15, 30, 40, ce qui est totalement aussi contre le droit international. Ouais, mais eux, ils font pas dans le droit international. Oui, non, mais il y en a encore, il y en a encore des woke qui nous saoulent avec ça, genre droit international, merci. Quand vous prenez des missiles, on en reparlera. Et encore une fois, je dis pas ça dans le sens où je viens excuser un comportement. Je pense que c'est évident qu'il faut que Israël se comporte par rapport au droit international et le fait. Et l'armée, comme tu dis, au final, elle fait son maximum. Le but d'une armée, de toute façon, en l'occurrence en temps de guerre, c'est d'anéantir les forces militaires de son ennemi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, moi, quand je te parlais du gouvernement, je te disais pas dans le sens, au contraire, il faut qu'il la joue un peu mollo. Au contraire, c'est bien que ça prouve que ça ne sert à rien et que cette stratégie du va-t-en-guerre, une guerre nitzrite comme ça, éternelle, où en fait, même les victoires, les grands moments de l'armée, on n'arrive pas à les transformer en une victoire politique. Attends, c'est quand même dingue, ça fait 2 semaines maintenant, presque 2 semaines, presque 3 semaines, que le président libanais tend la main à Israël pour des négociations, que Israël ne répond pas. C'est historique. Ils sont prêts à... Là, ils ont annoncé qu'il y avait jusqu'à demain. C'est ça, jusqu'à... non, après-demain. Dimanche. Non, vendredi, le 26. Sunday. 25, 27. Ah non, dimanche. Je crois qu'il a dit dimanche. Jusqu'à dimanche pour que l'ambassadeur iranien quitte le sol. C'est-à-dire, il fait plus que Macron ou que l'Allemagne ou que n'importe quel autre pays ou l'Angleterre qui garde son... C'est-à-dire, j'ai envie de te dire, Azov Israël, genre, laisse tomber Israël juste pour le massacre des 30 000, 40 000 ou peut-être plus jeunes citoyens qui sont fait massacrer. Rien qu'à ce moment-là, la France aurait dû virer son ambassadeur. Et on est aujourd'hui, après 3 semaines et demie de guerre, et les ambassadeurs iraniens sont encore, c'est dingue, ils sont encore en Europe comme si de rien n'était. Et je vois les tweets d'ailleurs de Macron qui me rendent folle. Non mais faut je sais pas qui est dans le cab, mais faut les gars, réveillez-vous, change ton cab, je sais pas, fais un truc. J'ai des recommandations, Macron, si tu m'entends. Jette ton cab. Non, mais je sais pas, fais un truc, tu vois, ton chef de cab, je sais pas ce qu'il fout, quoi. Il y a un moment où c'est absurde. La France soutient à 100% le Liban. Déjà, le 7 octobre, je l'ai pas vu ton tweet en phrase unique et simple. La France se tient aux côtés d'Israël. Quand est-ce qu'il y a une politique un petit peu pragmatique? Je te parle même pas idéologique. Bah non, on se retrouve avec cette vieille truc à la française d'une politique pro-arabe au lieu d'avoir... Et donc son dernier tweet, et je vous laisse regarder son Twitter, j'évite au maximum. Mais son dernier tweet, donc après qu'il ait tweeté « La France est avec le Liban à 100% » et qu'à mon avis, il s'en est pris un peu plein la gueule parce que c'est absurde et que ça veut rien dire. Et c'est quoi si t'es 100% avec le Liban, alors défonce le Hezbollah et arrête de nous faire chier et rentre en guerre avec nous. Enfin, fais quelque chose, quoi. Et donc son dernier tweet, c'est genre un retour par rapport à ça, où d'un seul coup il se rappelle qu'il y a Israël dans l'histoire. Donc c'est j'ai rencontré le président Herzog,
un tweet qui fait, heureusement qu'ils avaient allongé, tu sais, le nombre de caractères sur Twitter, parce que le mec, il t'a fait un truc, c'est une paracha du mois, genre ça veut rien dire. Et en gros, donc ça commence par j'ai dit au président Herzog que nous comprenions la souffrance des Israéliens qui vivent sous les missiles, mais... Et après, il t'écrit un livre, le mec, pour te dire qu'en gros, c'est de la faute des Israéliens et qu'on fait de la merde et qu'on arrête la guerre et qu'on se prenne des missiles et qu'on ferme notre gueule. Non, mais ça s'arrête quand ? Ça s'arrête pas. De toute façon, c'est toujours ça. C'est la politique, de la France et des Européens en ce moment, c'est d'essayer de courir sous la pluie sans se mouiller, quoi. C'est de manger le gâteau, mais qui reste sur la table. Ils font ça. Ils savent très bien qu'ils ont un problème avec les communautés musulmanes qu'il y a en Europe. Ils ne veulent pas les énerver. On avait vu avec LFI et le vote. Ils savent très bien qu'il y a un enjeu politique qui est incroyable. Et donc, ils ne vont pas. Mais je pense que c'est au-delà de ça. Tu vois, au final, moi, je pense que c'est au-delà de ça. C'est des vieilles philosophies de géopolitique on ne va pas être à 100% derrière les Américains, on a notre indépendance. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc comme ça, un peu d'égo, mais de toute façon, les Français... La gloire de l'Europe, la gloire de la France. Ils ont leurs intérêts de façon aussi au Moyen-Orient, en Iran, évidemment, au Liban. On en a parlé la semaine dernière de ça. Les Français, ils essayent de dire c'est nous qui vont... On va calmer le jeu, on va faire les émissaires, on va envoyer des gens, faire des discussions... Et puis de toute façon, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de vrais méchants. C'est-à-dire que c'est dingue, ça. Le Hezbollah, c'est pas des vrais méchants, c'est les Israéliens. Et encore une fois, ils ne tiennent pas ni le Hamas responsable du désastre à Gaza, non. ni le Hezbollah responsable du désastre au Liban, au sud-Liban. Donc c'est quand même fou. Hier, je regardais un truc cette sur... hypocrisie. Je sais pas si tu connais Brut. Oui. Alors eux... Oh bordel. Oui, mais moi je comprends que tu suis encore ces trucs-là. Non, je suis pas, mais des fois ça passe. Ouais. Justement hier, je les ai bloqués pour que ça arrête parce que mais des fois c'est incroyable. Enfin, le gars il parlait donc c'était deux dessinateurs, il y en avait un qui était en France et l'autre qui était une dame qui était au Liban et il parlait donc de la guerre et tout ça et la guerre c'est horrible et tout ça et on est d'accord, la guerre c'est horrible et tout ça. Et à aucun moment, et donc c'était la guerre, c'était les méchants Israéliens, ce qui se passe à Beyrouth, ce qui se passe au Liban, comment les Israéliens, franchement, c'est des tueurs à gages, quoi. Et sans jamais donner le contexte, sans expliquer, en fin de compte, pourquoi il y a ces frappes israéliennes à la Dakhia, donc dans ces quartiers de Beyrouth, où justement résident les leaders du Hezbollah et depuis où ils dirigent donc les frappes qui sont, mais je sais pas là, ce qui tombe en ce moment sur le nord d'Israël, c'est du jamais vu. C'est le pire qu'il y a eu depuis toujours, quoi. Ouais. Et ils en parlent. À aucun moment il y a une référence à ça. Donc c'est juste c'est une histoire en fin de compte où donc quand tu écoutes ça et que tu es français et que tu n'as pas le contexte, tu es là à te dire, donc tu as les Israéliens qui sont en train d'envahir le Liban. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Tu as les Israéliens à Beyrouth. Oui. Pourquoi ? Pour le fun. Non, là, il y a un nouveau narratif. Depuis les quelques semaines qu'on fait le podcast, je te jure, ça a évolué. Où de maintenant, vraiment, le narratif sur les réseaux sociaux dans le monde, c'est qu'Israël est dépassé par un vent colonisateur du Moyen-Orient et ne s'arrête pas. Et les puissances occidentales doivent arrêter la folie colonialiste d'Israël. Je te jure que c'est vrai. Ce qui est incroyable, c'est qu'encore une fois, quand tu regardes une carte, tu dis mais qu'est-ce qu'on a colonisé, quoi. Enfin, par la Cisjordanie. Oui, non, mais même. Enfin, même. Je te rappelle qu'on est aussi dans le Golan syrien. C'est tellement minimum. Mais évidemment que c'est minimum, mais c'est absurde. Ça veut rien dire. Mais en fait, c'est justement ça. Tu vois, c'est que moi, et c'est pour ça que je trouve ce podcast important, c'est que on est capable d'avoir cette double mesure, en fait, de dire qu'on est capable de parler de là où il y a une tentative de colonisation par l'extrême droite israélienne en Cisjordanie quand ça arrive, et là on va en parler j'imagine, de la violence extrême de ces colons extrémistes contre des populations civiles palestiniennes, et à la fois de dire vous êtes des grands tarés, on n'en a rien à... on va pas aller coloniser l'Arabie Saoudite. Mais si, encore une fois,
quand tu regardes l'histoire, quand tu t'y connais un peu, quoi. Enfin, t'as pas besoin de faire un master en histoire pour savoir que si Israël avait, depuis la création de l'État d'Israël, si Israël avait voulu conquérir et coloniser, ne serait-ce que le sud Liban, Tout à fait. puisque Israël était au sud Liban jusque dans les années 90. Enfin, moi, en tant que soldat, j'ai longtemps été dans des bases de l'armée israélienne qui étaient à l'époque dans le sud Liban. Et début des années 2000, Israël se retire. Donc, c'est même pas de la... on a rendu des territoires presque. Les accords de paix avec l'Égypte, on leur a rendu tout le Sinaï pour faire la paix. Donc Israël, depuis toujours, a été d'accord de donner des territoires pour faire la paix. Les propositions, on en a parlé encore une fois la semaine dernière, de Barak à Yasser Arafat, de paix contre les territoires. Et jamais tu as Israël qui colonise tous les pays autour de nous. Donc, cette histoire du grand Israël qui reste jusqu'en Syrie, tout le Liban, une partie de la... C'est n'importe quoi. C'est la folie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a qui... Enfin, ils vont regarder une carte et ils vont te le dire quand même. Parce qu'ils vont pas regarder la carte, c'est justement ça. Ouais, mais c'est un peu... Ils savent pas où c'est Israël, ils savent pas où c'est l'Iran, attends. Ouais, mais c'est à part ça, tu sais que j'ai réalisé... C'est fort quand même, quoi. J'ai checké parce que j'avais aucune idée, je me suis dit, bon, un jour peut-être, quand le jour viendra, et on aura un vol direct Tel Aviv-Téhéran. Il y en avait, tu sais. Il paraît. Non, il y en avait. Bah, c'est logique. Évidemment. Dans les années 50, il y avait des vols. J'ai regardé, et c'est 2h30 de vol. Oui. Mais c'est rien du tout, en fait. Bah non. Ben oui, mais écoute, c'est-à-dire c'est dans une vision qui est tellement lointaine et utopique, tu vois, pour moi et ma génération, que je pense que même ça, on prend... Et pourtant, je connais les cartes, tu vois, pour le coup. Et j'ai un master en... J'ai un master. Non, et donc et pourtant, mais oui, on te met tellement dans une conception, en fait, de guerre d'ennemis, de guerre régionale, en fait. Mais les Perses et les Iraniens et les Israéliens, ils sont pas ennemis. C'est juste depuis la Révolution et les gardiens de la Révolution qui, le jour où ils ont pris le pouvoir en Iran, leur truc, ça a été mort au grand Satan et au petit Satan. Et donc, ça a été leur raison d'être. Et c'est ça. Et tu vois, je me dis... Mais les Iraniens, ils ont rien contre les Israéliens. Et combien de temps pour arriver à Beyrouth en voiture, depuis Israël 3-4 heures, même pas. Depuis Tel Aviv. Depuis Tel Aviv, oui. Oui, mais depuis la frontière. Ah, depuis la frontière, même pas 1 heure. 40 minutes. Oui. Incroyable. Moi, je connais. Toi, tu connais. Mais moi, tu sais que quand j'étais à l'armée, j'étais jusqu'à Sidon. Oui. Quand même. Oui, mais bon, on espère que ce ne sera pas dans le cadre de l'armée. Ça ne sera pas dans des blindés. La prochaine fois. C'est joli le Liban. Il paraît que ça ressemble à Haïfa, Beyrouth. C'est comme le nord d'Israël, mais en mieux, en plus grand, un peu. Et c'est super beau. Et je me rappelle que, encore une fois, quand moi j'étais à l'armée et qu'on faisait, on faisait donc des patrouilles dans le sud Liban, les gens dans les... parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi dans le sud Liban, il y a évidemment des musulmans, et à l'époque où moi j'y étais, c'était pas comme aujourd'hui où c'était vraiment que le Hezbollah. Donc il y avait des nids, on va dire, de Hezbollah, mais la plupart des villages, c'était des lambda, quoi. Ouais. Et les gens, ils nous accueillaient, mais tu vois, c'est pas qu'ils nous jetaient des fleurs, mais c'était sympa, quoi. C'était bonjour, au revoir, vous voulez... Oui, c'était comme ça. C'était pas, tu avais peur de rentrer dans un village parce que tu allais te faire tirer dessus, pas du tout. C'était, tu traversais des villages, tu disais bonjour aux gens, il n'y avait pas cette animosité. Et encore une fois, les Libanais, là je les entends souvent parler, je suis un Libanais sur Instagram, le gars, il est là en train de dire, mais vous fixez tout sur Israël, mais en fin de compte, Israël, ils n'ont jamais voulu envahir le Liban. C'est en fin de compte l'ennemi du Liban, c'est le Hezbollah. Si demain il n'y a plus d'Hezbollah, il n'y a plus d'Israël au Liban, et on peut commencer à faire des affaires, et encore une fois, ouvrir la Gadera. Tu te rappelles de la Gadera Tova? Tu connais pas ça, toi? T'es trop jeune. Dis-nous tout. Dans le nord d'Israël, il y avait un endroit qui s'appelait la Gadera Tova, donc la bonne la bonne frontière. Et les gens traversaient la frontière à pied. Et parce qu'il y avait des gens qui... quoi, genre au niveau de Sassa, Shlomi et tout, ils allaient au... C'était plus vers... Ou c'était plus Kfar Giladi Non, c'était plus au nord, au-dessus de Tel Chai, tu vois. Vraiment, Galilée Lyon, c'était... je ne sais plus exactement... Et quoi, ils y allaient comme on peut aller en Cisjordanie dans les territoires... Et donc, il y avait un petit territoire comme ça, où il y avait la Gadera Tova.
cette Gader, donc la journée, elle était ouverte. Les gens passaient et discutaient. Il y avait des gens qui avaient de la famille d'un village arabe à l'autre ou d'un village druze à l'autre. Ouais. Et donc, ils passaient la frontière, ils vendaient leurs trucs et tu pouvais y aller. Et tu pouvais aller à la Gader à Tova jusqu'aux années 80. C'était avant la première guerre du Liban. Dans les années 70, du coup. Oui. Les gens, ça veut dire, après la guerre de Kippour, donc après 73, les gens, citoyens, civils, pas l'armée, rentraient au Liban comme aujourd'hui. Je sais que les citoyens arabes israéliens, ils peuvent aller en Cisjordanie, en Palestine. Ouais, pour pas raconter de conneries, je ferai des recherches exactement pour la semaine prochaine et je ramènerai les photos. Mais il y avait cet endroit qui s'appelait la Gader à Tova. Les gens venaient, discutaient, la Gader s'ouvrait. Il y avait un village. Il y a des villages bédouins ou des villages de Russes qui sont vraiment, en fait... Où la Gader passe au milieu. Et on les voit, en fait. On les voit d'un côté à l'autre. Moi, j'ai une copine... Et aujourd'hui, tu n'as plus ça. Ah bah non. Aujourd'hui, j'ai une copine à Sassa, donc un des kibbutzim au nord, qui, là, depuis le 7 octobre, voyait dans les villages libanais les plus proches du kibbutz, donc à quelques centaines de mètres, elle voyait... des mecs armés par la fenêtre. Mais t'imagines la proximité. Les gens se rendent pas compte en fait. Et aujourd'hui, l'action de l'armée au sud Liban, de l'armée israélienne au sud Liban, ça ne touche pas les villages chrétiens. Et j'ai vu plusieurs vidéos de chrétiens qui disent qu'ils vont être obligés de partir parce que les mecs du Hezbollah viennent dans leur village exprès en sachant que Israël ne s'en approche pas et ne les attaque pas. Moi, j'ai habité dans un kibbutz qui s'appelle Iftar, donc qui est vraiment à la frontière. De ma fenêtre, je voyais le village d'en face. C'est-à-dire que tu es à la frontière. De ma fenêtre, tu voyais la frontière et le village d'en face, qui est un grand village qui s'appelle Binjbel. Aujourd'hui, il a été complètement rasé parce que, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que ce village, qui était un village avec des villageois, des gens qui faisaient de l'agriculture, le Hezbollah, il rentre dans les maisons et il force les villageois à transformer leurs maisons en cache à armement. Et donc, ils leur mettent des missiles dans les maisons. Et si tu ouvres ta gueule, tu te fais flinguer. Donc, personne ne dit rien, évidemment. Tu as peur de te faire descendre. Donc, et là, à partir le 7 octobre, le 8 octobre, les gars, ils ont ouvert les fenêtres et ils ont commencé à envoyer les missiles et les roquettes et tous ces villages, et au bout d'un moment, il y a eu les ripostes israéliennes, ils ont mis du temps, les Israéliens, parce que, ça encore une fois, ils n'en parlent pas beaucoup à l'étranger, mais comme l'armée était tellement occupée avec la bande de Gaza, ce qu'ils ont fait, c'est que... Depuis le 7 octobre, tu veux dire ? Oui. Ce qu'ils ont fait, c'est la première action qu'ils ont fait, c'est pour pas qu'il y ait un autre 7 octobre dans le nord, ils ont vidé tous les kibbutz. Donc, ils ont fait descendre, ils ont fait descendre toute la population israélienne au sud, c'est-à-dire vers Tibériade et tout ça. Donc, tous les kibbutzim... Ils ont abandonné, en fait... Oui. Sassa, Misgavam, Margaliot, Iftar, Malkia, Kiryat Shmona. Tout a été vidé. Jusqu'à Rosh Pina, je ne suis pas sûr. Si. Mais bref, tout ce qui est à la frontière a été vidé. Et ils ont laissé le Hezbollah tirer sur... Mais il y a des kibbutzim, par exemple... Metula est complètement avait été... Margaliot, je crois que c'est 70% des maisons qui ont été détruites. Oh là là. Je ne sais pas si tu imagines. C'est dingue. Et c'est seulement en deuxième phase où l'armée israélienne, quand ça s'est un peu calmé avec la bande de Gaza, ils ont commencé à reprendre... Mais ça, c'était une erreur politique, tu vois. C'est pas une erreur de l'armée. Ça, je me souviens très bien d'ailleurs. Je me souviens d'ailleurs que Yair Golan s'était opposé en disant on ne retire pas les populations civiles parce qu'on n'est pas capable de les protéger. S'il faut, et d'ailleurs ils l'ont fait, on rentre et on crée, ce qu'on avait dit la semaine dernière, le No Man's Land, en fait, dans le sud Liban, pour protéger les populations civiles. À partir du moment où la politique du gouvernement israélien, et d'ailleurs je me souviens de chefs militaires qui avaient dit que c'était de la folie, à partir du moment, et ça peut se comprendre avec Gaza et tout, il y avait d'autres préoccupations peut-être, mais à partir du moment où tu dis on n'est pas en mesure de vous protéger, donc partez, mais en fait, on va vous protéger, vous, les humains, mais vos villages, vos maisons, votre patrimoine, on n'est pas prêt on ne peut pas le protéger. C'est le plus gros échec de la sécurité israélienne. C'est pas en termes de morts comme on l'a eu le 7 octobre, mais c'est quand même dingue sur un si petit pays
de dire qu'il y a une zone entière, je ne sais pas combien, 20 km peut-être, Oui. qui est complètement abandonnée. Ouais, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière. Donc, ils ont fait zone tampon à l'intérieur. Et donc, ils ont laissé le Hezbollah taper sur Israël pendant des mois. Donc, ils ont détruit 70%. Et quand ils sont enfin revenus, tous ces villages ont été pratiquement tous rasés. Et donc, Binge-Bell, tout ça, ça n'existe plus. Il ne reste plus rien. Bien sûr. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, puisque, encore une fois, j'imagine qu'on n'en parle pas beaucoup aux 20h à Paris ou à Bruxelles, mais ce qui se passe, c'est que tous les soirs, il y a des attaques, tous les soirs, toute la journée, il y a des attaques du Hezbollah, donc du sud Liban ou même du Liban, sur le nord d'Israël. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, les Israéliens, c'est de faire une incursion sur le sud. Mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ils ont décidé, donc pour l'instant, pas de vider les villages israéliens, les kibbutzim, les moshav et tout. D'ailleurs, et de faire rentrer l'armée. Et de faire rentrer l'armée. Ça fait énormément débat parce qu'il y a je sais qu'il y a certains maires qui disent, étant donné que l'État n'est pas prêt à nous assurer notre sécurité, comment vous ne nous donnez pas les pitsuim, les indemnités pour partir? Parce que si vous nous dites que vous êtes en danger, partez, mais l'État a une responsabilité, il les a mis dans des hôtels et tout, mais donc là, vous ne nous donnez pas de plan de rechange, et pour autant, on n'est pas en sécurité vu la réalité de ce qui se passe actuellement. Et donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, pourquoi ils les ont virés, ils les ont déplacés après le 7 octobre, c'est pas juste parce qu'il n'y avait pas les moyens, etc., parce qu'au final, l'armée est rentrée au Liban. C'est pas que ça. C'est qu'encore, jusqu'à aujourd'hui, sur la ligne frontalière entre Israël et le Liban, il n'y a que 45% des habitants qui ont un accès à un mamad ou un miklat, donc à un abri, un bunker, aux normes. 45% seulement. Ils sont censés faire quoi, les 55%? Déjà, ils ont 10 secondes. Et puis, il y a une différence. Voilà, il y a cette différence que nous, quand ça arrive de l'Iran, oui, on a le temps. Mais même quand ça vient du Hezbollah, on a au moins une minute. Oui, alors que quand tu es là-bas, c'est bon, voilà, tu as l'alerte et puis tu te fous sous la table. Oui, tu pries, quoi. Et donc, tu te dis quand même, quel échec et quel contraste entre ce peuple et cette armée du peuple, parce que c'est pas une armée professionnelle, de courageux, de mecs qui vont en réserve, qui travaillent, qui se lèvent, qui malgré qu'il n'y ait pas d'indemnité, il n'y a pas d'école, toujours pas d'école au bout de 26 jours, il y a des missiles, et ce gouvernement qui ne fait que s'occuper. Donc là, la session de la Knesset va s'arrêter le 31 mars, donc là, pour Pessah, et reviendra, je crois, le 10 mai. Il leur faut des vacances quand même. Donc, ils partent en vacances. Ils ont le droit aussi. Qu'on appelle en hébreu la pagra. Ils foutent rien. En plus, ils prennent des vacances. Donc, ils prennent des vacances. Et juste avant les vacances, ils sont censés faire passer le budget, donc qui est déjà bien passé, bien avancé avec on vous en a parlé il y a 2 semaines, un budget de coalition catastrophique avec 6 milliards de shekels investis dans des buts pour les ultra-orthodoxes qui ne vont pas à l'armée. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, petite anecdote. Là, les Israéliens, surtout, je pense, ceux qui ont des enfants, essayent de se barrer. Ils essayent de prendre l'avion. Donc, comment on fait? Donc, il y a plein de plans. On veut passer par la Jordanie. Comment on fait? Donne-nous les bons plans pour quitter Israël. Nouvelle chronique dans le podcast aujourd'hui. Les chemins divers et variés pour quitter Israël en temps de guerre. Alors, donc, et puis on va en venir à où je voulais en venir. Mais déjà, un petit plan. Depuis 2-3 jours, le nouveau plan du ministère de Miri Regev, le ministère des Transports, qui est responsable de l'aviation civile, a décrété qu'il y avait, je crois, une quinzaine d'avions par jour qui pouvaient partir d'Israël. Un par heure, ils ont dit. Et 50 places par avion. Donc des avions qui partent à moitié vide, donc 50 places pour partir d'Israël. Donc on est quand même sur des chiffres très très peu élevés. Comment ça fait 100 tous les 2 heures, ça fait 1000 par jour. Même pas, je crois qu'ils sont descendus à 700 au bout d'un moment. 750. Bref. Incroyable. Donc très peu. J'ai envie de dire, sur un pays qui est quand même une démocratie, où la base de la démocratie est l'égalité des droits, comment décider qui a le droit de partir? Qui vous êtes pour décider, pour fermer l'aéroport? Moi, naïvement, je me dis,
ça va être à l'israélienne, ça va être des magouilles, les potes de machin. Il y a des mecs il va peut-être y avoir, comme ils avaient fait avec le Covid et encore à peine, de mettre des priorités. Il fallait convaincre que si ta grand-mère elle était en train de mourir, tu avais peut-être le droit d'aller à l'enterrement ou des trucs comme ça. Naïvement, je me suis dit, ça va être la merde, ça va être ça. Hier, je croise un copain qui me dit qu'il va essayer de partir et que il a parlé à des copains, il a compris qu'en fait, celui qui est responsable des listes, c'est le Mancal du Misrad HaTachbora, donc le directeur du ministère du transport, qui, si tu te rappelles, a été mis dans cette position parce que c'est un proche de Miri Regev, la ministre. Il n'a aucune carrière dans le domaine, ou même du tout. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas qualifié. C'est ce mec-là qui va donc décider si tes enfants peuvent aller se reposer, si tu peux aller voir ta famille. Bon, je dis à mon pote... c'est mal barré déjà. Bon courage, tu vois, parce que là, à mon avis, c'est quand même le Likoud, Miri Regev, c'est quand même la reine des magouilles. À mon avis, ça va être des mecs du Likoud. Naïvement. 1 heure plus tard, je vois sur Facebook et sur Twitter, folie, une vidéo. Ouais, je l'ai vu. On voit l'intérieur, donc l'enregistrement à Ben Gurion, à l'aéroport. Il y avait peut-être 500 ultra-orthodoxes. Que des religieux. Des religieux, des hommes, ouais. En full uniforme, Streimoul et compagnie, là, sur la tête. Ouais. Et là, je suis prise d'une rage, et je pense que je ne suis pas la seule, à me dire non. Tout le monde s'est passé sur tous les réseaux. Et en fait, je me suis dit, mais quelle naïveté. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre les 50 personnes, le pote de celui qui vote aux primaires du Likoud, mais même pas. Ils sont tellement tenus par les... religieux. Par les couilles. Que... Dis pas couilles. Je vais pas dire. C'est toi qui ils sont tellement tenus que... C'est clair. Que c'est même pas pour leurs potes et leur grand-mère. On n'en est même plus là. On en est à un pays qui ne fait que servir, ramener de l'argent. On les sert eux au lieu que eux ils servent dans l'armée. Et quand il y a la guerre et qu'il y a les missiles qui tombent, c'est eux qui ont le droit, c'est eux qui se barrent. Alors qu'ils servent pas dans la... Non mais c'est dingue, on est vraiment... Et là ça va être Pessar, c'est-à-dire les familles qui pourraient se réunir à l'étranger ou les familles qui devaient venir ou je sais pas, il y a des trucs de la vie en fait où tu te dis les maladies. C'est une folie qui est tellement... mais encore une fois, ce gouvernement, les gens qui votent pour ce gouvernement, il y a un syndrome de... Il y a une folie. Il y a une syndrome de Stockholm, ouais. C'est un truc de fou parce que là c'est flagrant. Enfin, mais c'est flagrant. Encore une fois, on est 10 millions de c'est flagrant. Rien que le fait que nous on envoie nos enfants à l'armée et que eux ils les envoient pas pendant une guerre alors que eux ils sont au gouvernement et qui sont là à nous dire du soir au matin que c'est nous qui allons pas. Enfin, tu vois, il y a cette manipulation. Ouais, ils disent que toi t'es un sarvan, un déserteur. Un déserteur. Donc, les gens qui vont à l'armée sont traités de déserteurs. Ceux qui la font pas sont traités d'ultranationalistes et de grands amoureux d'Israël. Et ça, en tant que guerre. Et là, quand tu as les missiles qui tombent, tu as les gars qui ont le droit de monter dans les avions. Et encore une fois, mais c'est de notre faute. C'est de notre faute. Parce qu'on fait rien. On parle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je sais pas. Il y a un moment où il y a des baffes qui se perdent. Ah ouais, mais on est d'accord, mais en fait, moi, tu vois, c'est ça. Et tu sais à quoi ça va jouer ? Ça va jouer, on va arriver aux élections. Des frayeries. Et quand on arrive aux élections, c'est toujours pareil. Il y a Netanyahou. Il faut faire le vote utile. Non, dans notre camp. Moi, je te parle même pas des mecs de l'autre camp. Dans notre camp, ils vont nous dire vote utile, il va falloir voter Bennett. Je suis un mec de gauche, moi, j'ai toujours voté Meretz, mais regarde, ça nous a servi à rien, je vais aller voter Bennett. Il y a 4 mandats selon les sondages qui sont entre eux. Selon les sondages, selon les époques, les mêmes 4 mandats qui passent de Yair Golan à Bennett. Tu m'expliques où est le point commun ? Où est le point commun ? Mais ça a toujours été le problème avec la gauche. C'est qu'il faut qu'ils soient vraiment à 100%. Ils sont toujours à se taper sur la gueule. On en a parlé, je crois que c'était dans le 2e épisode, de tirer dans le nagmash, c'est-à-dire de se taper à l'intérieur. Alors que la droite, eux, ils ont pas peur de mettre les mains dans la merde. Ils n'ont pas peur de s'allier au pire des pires. Écoute, Netanyahou, il a eu, on va dire, l'idée incroyable, géniale presque, de s'allier avec Ben Gvir. Alors que ce mec-là, c'est un repris de justice. Il a été condamné, je sais pas... C'est un terroriste juif. Combien de fois il a été condamné, Ben Gvir ? 40 fois, je crois. 38.
plus personne ne compte. Ce type-là, aujourd'hui, il est patron de la police. Alors qu'il y a quelques années, il était en prison. Enfin, t'imagines ? Et Netanyahou, il n'a pas peur, alors il a pas peur de ça. à jamais se mettre avec Et la gauche, ils sont encore là à dire oui, mais nous, non, c'est pas la gauche. le vote arabe, je suis pas sûr. Non, il y a une grande partie de la gauche. Des électeurs, pas oui. Non, c'est important. Je pense que la voix qui est le plus à gauche aujourd'hui. Tu prends Yair Lapid, par exemple. Oh, mais c'est pas la gauche. Oui. C'est une partie, on va dire. Commence pas à parler comme Bibi, tu vas pas nous dire que Attends, c'est comme dire que Macron c'est la gauche. Attends, non, puisque moi je dis tout ce qui est pas à droite, c'est ce qui reste. Donc c'est, en parlant de gauche, droite, Lieberman et Bennett, c'est la droite. Oui, mais toi tu parles de camp. Je te parle de coalition et de contre Netanyahou. Voilà, je te parle ou de la coalition Netanyahou ou de l'opposition. Ouais. Donc dans l'opposition, tu as encore des gars qui sont là à dire ouais, mais nous on va pas voter avec les Arabes parce que encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, en Israël, il y a aussi il y a 20% de la population qui est arabe et il y a des partis à la Knesset qui sont arabes. Et généralement, dans les coalitions, ces partis-là, ils ne sont pas acceptés parce que toujours, les arguments, c'est on ne va pas faire rentrer les Arabes dans les prises de décision. Ce n'est pas eux qui vont décider. Imaginez que demain, il y a une guerre et qu'ils soient là à prendre des décisions. Alors que Jabotinsky avait prévu ça. Alors qu'ils ont le droit, on est en démocratie. Et c'est des Israéliens. Et justement, là, en ce moment, ils se mangent des missiles sur la gueule comme tout le monde. Et encore pire parce qu'ils ont encore moins de budget pour être protégés. Donc la gauche, ils en sont toujours à faire ça. Alors que demain, si Netanyahou il avait besoin des Arabes pour faire une coalition, il le ferait, mais sans réfléchir. Et c'est pour ça que je te dis, là je te corrige sur le fait que c'est pas la gauche, parce que pour le coup, sur toute l'opposition, le seul parti qui parle comme tu viens de le faire, c'est les démocratismes qui disent, en fait, déjà, c'est des citoyens comme les autres et ils sont ni corrompus, ni suprémacistes, ni anti-sionistes comme les Ben Gvir et Smotrich. Donc, nous, on est prêts à venir avec eux. Et encore une fois, c'est pas tous les partis arabes. Tu as dit, il y en a plusieurs, il y en a 4. Il y en a un qui est vraiment anti-sioniste. Je pense que personne, ni à gauche ni à droite, opposition, coalition, ne se mettra avec Balad. Après, les autres, ça va dépendre. Et là où tu as raison, c'est qu'en fait, on veut être plus... C'est quoi l'expression ? On veut être plus royaliste que le roi. Ouais. C'est ça, la gauche. Et c'est ça qui fait qu'on perd. Netanyahou, il n'en a rien à faire. Il veut être au pouvoir. Et je peux te dire... Et lui, il fait des compromis. Et le compromis qu'il fait, c'est qu'il dit aux religieux, vous voulez partir à l'étranger quand il y a des bombes qui tombent ? Mais no problème, je vous donne tous les avions qu'on a. Je suis même sûre que c'est lui qui a proposé. Est-ce que tu savais que dans le sud d'Israël, il y avait un autre aéroport qui s'appelle Ramon ? Je sais. C'est un aéroport international. Tu peux faire atterrir n'importe quel avion sur cet aéroport. Pourquoi on s'en sert pas ? Est-ce que tu sais la réponse ? Non. Attends, on va laisser une petite tic 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 tic. Donc il y a cet aéroport qui a été fait à côté d'Elat, qui est un très grand aéroport où tu peux faire atterrir n'importe quel avion et donc tu peux faire des vols internationaux Israël, Paris, peu importe. Et donc là, tu aurais moins la peur des missiles et tout ça, et donc tu pourrais faire beaucoup de vols par jour. Ouais. Tout l'aéroport a été donné aux Américains. Actuellement ? Oui. C'est-à-dire donné ? C'est les Américains qui s'en servent. Pour faire leur vol ? Il n'y a que des avions de l'armée américaine qui atterrissent à Ramon. Il n'y a aucun avion civil israélien. Imagine ! Alors, j'ai l'impression que tu me relances sur... Là, est-ce que ça t'énerve, ça ? Les bons plans pour partir d'Israël. Donc, t'as les ravitailleurs américains. C'est dingue. T'as les bombardiers B2, B1, B52, les gros avions où ils savent pas où les mettre et ils ont peur de les mettre chez leurs potes au Qatar ou à Abu Dhabi. Et où ils vont les mettre ? Chez nous. Et donc, on n'a pas le droit de se servir de notre aéroport, vu qu'il a été réquisitionné par l'armée américaine. Et donc, nous, on est en état de... Voilà, on a 100 personnes qui ont le droit de... On a 1000 personnes qui ont le droit de quitter Israël par jour. La plupart, c'est des religieux. Et les autres, les gars, vous êtes là. Et donc, si vous voulez partir, si vous nous écoutez d'Israël et que vous cherchez un moyen de partir d'Israël... Alors là, vous avez les bons plans. Les bons plans, vous avez en gros 2 options. 3, mais déjà, vous pouvez aller sur les sites des compagnies israéliennes. Tous les jours, ils updatent les vols et vous verrez à quel point il n'y a pas de vol. Donc, c'est super sympa comme expérience de voir, hop, il y a un vol pour Athènes. Une seconde plus tard, il n'y a plus de vol pour Athènes. Et de savoir que les Haredim vont en vacances à Athènes à votre place.
La deuxième option, c'est de passer par la Jordanie. Donc, en fait, de faire le passage, de passer la frontière, en fait, depuis Eilat. Égypte, tu veux dire Non, en Égypte. en Jordanie. Et de Jordanie, on peut après rejoindre l'aéroport d'Amman et de partir d'Amman. C'est une option très compliquée. D'Amman, je crois que c'était Sharm el-Sheikh. Et l'option la plus... l'option préférée des Israéliens, c'est de Eilat, de passer la frontière pour aller à Taba, ou alors de la frontière passer directement jusqu'à Sharm el-Sheikh, et de Sharm el-Sheikh trouver des billets d'avion qui sont là, eux pour le coup, ils peuvent partir et tout. Donc de Sharm el-Sheikh, de Tel Aviv, disons jusqu'à Eilat, c'est environ 4 heures de voiture. Ensuite, vous devez attendre, passer le passage, la douane. Vous pouvez attendre des heures pour passer. Vous pouvez rester au Sinaï. Donc, il y a des gens qui sont en vacances dans le Sinaï. Vous pouvez aussi rester à Eilat, donner de l'argent un petit peu au tourisme israélien à Eilat. Et après, je crois 4 heures de route ou 3 heures de route jusqu'à Sharm el-Sheikh. Et ensuite, vous pouvez payer des prix très élevés, mais quand même bien moins élevés que les quelques vols qu'il y a depuis Israël. Et voilà. Et donc, en fait, ça, c'est les plans des merdes des Israéliens. Il y a un autre plan. Il y a un autre plan. De quoi, Haïfa et les bateaux ? Tu peux prendre un bateau pour Cafricine, oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des petits bateaux. Pour Chypre. Oui, pour Chypre. C'est quoi, c'est 2 jours de bateau ? Non, je crois que c'est 30 heures de bateau. Avec ta famille. Voilà, alors nous n'avons pas transformé ce podcast, ce n'est pas un podcast qui encourage à la Yérida, c'est-à-dire au fait de quitter Israël. Non, c'est la résistance, tu sais, les Français parlent Voilà, français. donc c'est le mode de Gaulle, on part à Londres, on va ouvrir la radio. Ici, la radio libre, si vous voulez quitter... Même les voix pour la paix depuis la Méditerranée. Et donc, il y a des gens qui partent en bateau. Et ils prennent une valise, ils montent sur un petit... c'est des petits bateaux, généralement, qui appartiennent à des privés. Et il y a des skippers comme ça qui font l'aller-retour. Et donc, ils traversent la Méditerranée. Ils vont à Chypre et Larnaca, je sais pas... Alors, en parlant du Sud... J'ai une copine qui a fait ça. Et ils se sont mangés un tanker. C'est quoi un tanker ? Un tanker d'essence. Tu sais, les gros bateaux qui sont pleins de fuel, comment ça s'appelle, de oil. Les trucs de ravitaillement, là ? Non. De transport ? Oui. Mais sur le chemin, ils ont été percutés par un tanker. Mais il lui est arrivé quoi ? Le bateau, il a été mis hors. Ils ont été coulé ? Non, presque. Oui, ils ont été... Donc c'est un plan que je ne vois pas. Non, mais c'est un truc... Tu vois, tu me corriges, tu me dis il y a un autre plan. Attends, on va pas recommander aux gens de prendre un truc où ils vont se faire écraser par un bateau. Ils se sont mangés un tanker. Donc, je pense que le tanker, il avait enlevé sa balise pour pas être repéré la nuit. Je sais pas, parce qu'il y a eu toute une histoire. Donc, il a été percuté. Tu parles que le tanker, il s'en est pas aperçu qu'il avait percuté un petit bateau de... Tu vois, je sais pas si tu imagines la taille. Et donc, leur bateau, il a été mis hors service et il a commencé à couler. Et donc, ils ont été rapatriés par les donc, ils sont revenus en Israël ? Non, par les Coast Guard chypriotes qui sont venus les chercher. Et le bateau, il est resté, il a coulé. Et eux, ils s'en sont sortis. J'espère que tu vas dire à ta pote de passer par Sharm el-Sheikh en retour quand même. Et depuis, elle est à l'étranger, parce qu'elle a quand même réussi à traverser. Quelle histoire. Voilà, donc on vit quand même dans un pays de fous, ce qui n'est pas nouveau. Et alors, petit moment folie de notre Rosh Memchala, donc de notre Premier ministre quand même. Je voulais partager avec ceux qui nous écoutent parce que c'est quand même la folie. Alors, je parle évidemment de la visite de Netanyahou à Arad. Alors, Arad, c'est une ville du sud, donc dans le désert. Une ville grandement population séfarade, très de droite, qui a été ces dernières années en fait presque colonisée par les ultra-orthodoxes. Donc il y a eu vraiment des combats politiques au sein de la ville pour faire élire un maire qui serait donc soit à l'époque Lipkoud, soit ultra-orthodoxe. Et il y a, je crois, 3 jours avant la guerre, il y a eu quelque chose qui est passé à l'époque un peu inaperçu, mais qui, après coup, a été repris. Non, pas 3 jours avant la guerre. 3 jours avant que le missile tombe sur Arad. Le maire de Arad a décrété que tous les bunkers publics pouvaient être utilisés, entre guillemets, pourraient être utilisés
pour devenir des synagogues. Des bêtes Knesset, ouais. Voilà. Et donc, ça veut dire des espaces qui sont censés, pour être aux normes, être complètement vides, accessibles, sans aucun meuble qui gênerait qui l'accès. empêche les gens d'y accéder. Je vous laisse imaginer une synagogue, donc des sièges, des rouleaux de Torah, des armoires, avec des livres, des livres, des bibliothèques, des tables. Des tables. Tout ça, donc je crois, 70 bunkers publics de Harad ont donc été tournés depuis très longtemps, mais ça a été vraiment acté il y a quelques jours par le maire. 3 jours plus tard, le missile tombe sur Harad. Un missile tombe sur Harad, ouais. Détruit un quartier entier. Miracle, franchement, il y a des dizaines et des dizaines de blessés, donc c'est pas du tout un miracle, mais dont des enfants et des bébés, mais pas de mort, donc miracle à ce niveau-là. Un enfant. Je crois blessé grave. Ouais. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, on espère, et que tout va bien se passer. Mais c'est des gens qui ont perdu, au-delà de ça, leur vie, leur quartier, leur tout. Hein. Au-delà de ça, on apprend que quand il y a des alarmes encore dans le sud, à Harad et à Dimona, il y a ces mecs-là qui sont en train de prier d'utiliser les miklats, qui continuent à s'en servir comme des bêtes interdit à des gens qui rentrent s'abriter de rentrer parce que c'est une femme, parce que c'est en prière, parce que machin, parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais explique, tu donnes trop sans expliquer. Alors c'est les religieux, les ultra-orthodoxes, ils ont tellement peur des femmes qu'ils les regardent même pas dans les yeux. C'est-à-dire que pour eux, les femmes, c'est l'ennemi numéro 1. Donc vraiment, quand, par exemple, si vous allez à Jérusalem, dans les quartiers très, très religieux, par exemple, quand un ultra-orthodoxe passe à côté d'une femme, généralement, il baisse les yeux, il ne regarde pas. Il y a une séparation tout le temps entre les hommes et les femmes. Donc, évidemment, tout ce qui est espace public, les écoles, les piscines, tout ça. Il y a eu des scandales avec les bus, où certaines compagnies privées de bus... On force les femmes à s'asseoir derrière, les hommes devant. Et pas seulement les hommes et les femmes, aussi, entre Ashkénazes et Séfarades, il y a une sorte de racisme des ultra-orthodoxes ashkénazes envers les séfarades, où la Cour suprême a dû intervenir à plusieurs reprises pour faire arrêter ce genre de discrimination, par exemple aux écoles ou aux yeshivot. Donc une des sectes, on va dire, du judaïsme qui est une des plus orthodoxes de l'ultra-orthodoxie juive, se retrouve à Harad. Et donc eux, comme ils ont pas où faire leur prière et où étudier, pas suffisamment où étudier la Torah, et ben ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réquisitionné tous les bunkers et ils en ont fait, comme tu disais tout à l'heure, des synagogues. Et donc, il y a les alarmes, les gens descendent dans les synagogues. Et donc, dans les abris, quoi. Dans les abris synagogues. Et donc, les femmes aussi descendent. Et puis, les Israéliennes... je sais pas si vous les connaissez, il y en a, elles sont pas... Je sais pas si à Harad, c'est très... Ouais, enfin bon, bref, les gens, voilà, ils se retrouvent dans les... Et évidemment, ça crée des tensions, puisque les gars, surtout, ils sont là en disant, déjà, qu'est-ce que vous venez faire ici ? C'est interdit aux femmes et tout ça, c'est chez nous, c'est notre synagogue, qu'est-ce que vous foutez là ? Et puis en plus, ils ont pris toute la place, c'est-à-dire, il y a, comme tu disais, il y a des bancs, il y a des tables, et au lieu que tu puisses accueillir une centaine de personnes, parce que, encore une fois, je sais pas si vous savez, mais quand vraiment il y a une alarme et qu'il y a tout un quartier qui descend dans 2-3 bunkers. Hier, j'étais encore dans un bunker là juste à côté. Les gens, ils s'empactent, quoi. Ça s'amasse, tout le monde est debout. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. On laisse les personnes âgées s'asseoir. Il y a quelques chaises, on laisse les personnes âgées, les dames avec les femmes avec des bébés dans les bras, et le reste du monde, tout le monde est debout, on attend nos 10 minutes. Alors imagine que tu descends dans un endroit et ça a été aménagé avec des tables, des livres, des bibliothèques, et que les gars, ils sont là, ils continuent à prier, ils lâchent pas l'affaire. Non. Et donc, ça crée des tensions. Et ce que j'ai vu avant-hier qui est passé sur Internet, c'est qu'il y a une dame qui descend et elle leur dit, les gars, il va falloir plier bagages. Ouais. Il va falloir m'enlever tout ça. Et cette dame-là, elle s'est retrouvée hier, invitée par la police. Je te crois pas. Si. Elle a été mezoumenette à la police de Harad en genre crime contre... tu vois ? Elle s'est retrouvée au poste, elle. Alors, sachez, petite info police du moment, il y a quelques semaines, Ben Gvir, dont on vous parlait, qui est quand même le ministre de la police, a officiellement créé un département, une nouvelle unité dans la police, qui a pour but de faire des listes d'opposants. Voilà. Alors, et pour le fun. J'aimerais vous dire que c'est parce que je suis de gauche que je vous raconte ça et que je vous fais du gaslighting. C'est littéralement
C'est littéralement ce qui s'est passé. Donc il y a des policiers qui se sont Il y a une engagés dans la unité. police Il y a une pour unité. protéger les Israéliens quand même. Il y a une unité entière qui est maintenant dédiée à lever de la data et en fait à faire des listes À chercher du gaucho sur voilà, Internet, des gens c'est qui ça. se sont quoi. opposés. Et Voilà. d'ailleurs, j'étais à une manif à Dizengoff la semaine dernière de Mechaat Anashim, donc du mouvement de protestation organisé par les femmes que certaines de mes copines ont créé d'ailleurs pour la libération des otages et qui continue aujourd'hui en demandant que la guerre ne soit pas un but en soi, mais qu'il y ait un accord qui suive la guerre pour sortir de cette situation. Donc je suis allée à cette manif pour soutenir ce message. Et là, encore une fois, comme depuis malheureusement des années, depuis même Balfour il y a 5-6 ans, il y a des policiers qui sont donc payés par nos impôts et qui se baladent avec leur téléphone privé et qui nous filment comme Voilà. à chaque manif et qui nous filment, c'est-à-dire pas comme si on était des... Enfin, on n'est quand même pas des hooligans. Je vous laisse imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience d'une toute petite manif à Tel Aviv, c'est des gauchos très gentils, la plupart des femmes, quelques personnes aussi avec les cheveux bleus qui viennent dire en fait on aimerait bien que la guerre ne soit pas la base dans notre société. Ouais, c'est pas les... C'est pas les clairement pas, manifs c'est des petites mamies. qui descendent sur C'est pas- Boulevard Saint-Germain et qui cassent Non, tous non, on ces- n'est pas ou sur les Champs-Élysées à casser des vitrines. C'est vraiment des gens voilà, qui sont là, qui sont pacifistes. Et la police, donc on le savait déjà qu'ils nous filmaient et que machin. Mais là, maintenant qu'on sait qu'il y a une unité, tu te dis quand même. Et donc cette femme-là, en fait, maintenant, on va voir de plus en plus malheureusement des cas comme ça. De gens, ceux qui avaient brûlé 3 poubelles pour la libération des otages. Ils avaient été arrêtés par la police. Ouais, ils ont été Et mis en ils ont été prison et tout détenus ça. 2 détenus, mois. oui. Et ils sont encore aujourd'hui Alors que tu as assignés des religieux qui brûlent des poubelles ils ont... Mais ils devraient même pas avoir le droit de quitter le pays s'ils vont pas à l'armée. C'est illégal de pas aller à l'armée, en fait. Si tes enfants ils décident de se barrer, tu crois qu'on va les laisser partir prendre l'avion? Bien sûr que non. Un Israélien qui aujourd'hui est déserteur selon la loi, s'il est laïque religieux mais pas ultra-orthodoxe, il n'a pas le droit de partir. On l'arrête, il y a la police des frontières qui l'arrête avant qu'il parte en vacances, alors que les ultra-orthodoxes, le gouvernement leur organise leur vol. C'est quand même dingue. Pour en revenir sur Bibi, Arad, donc Arad, je vous rappelle, synagogue à la place des bunkers. Et donc, tu as un missile qui tombe sur Arad il y a Quelques 3 jours. Ouais. Donc vraiment l'horreur, je ne sais pas si vous avez vu les images et tout, mais vraiment ça, on dirait Gaza, enfin les trucs complètement détruits, c'est terrible. Je crois, des 90 Ouais, tout un familles quartier complètes. soufflé. Ouais. Et Netanyahou, donc, qui descend là-bas. vient parce que c'est ses électeurs quand même. Oui, voilà. Il y va. Comment il y va? Avec un bunker portatif. Portable. Portable. Le petit bunker sur son camion. Sur son camion. Il arrive Donc, avec une remorque. Ouais. Un truc Un de, je sais pas, semi-remorque. ça doit faire Ouais. voilà, c'est bien. Ça doit faire 2 mètres sur 2 mètres. Donc vraiment, si vous avez besoin de l'image, je vous rappelle ce qu'on appelle la migounite de la mort. Donc le 7 octobre, vous avez sûrement vu des images horribles de jeunes qui se faisaient tuer par des tirs et des grenades lancées dans ces cubes en fait fortifiés le long de la route. Et donc ils s'étaient réfugiés là-bas contre les attaques de roquettes le 7 octobre et on les avait vus morts, entassés malheureusement, et des images atroces. Donc déjà l'image elle est très forte pour les Israéliens, je crois, depuis le 7 octobre, d'une migounite, de ce truc-là. Un petit d'un bunker comme ça qui sont déposés depuis, sur les bords de route. Depuis où il y a encore des trous et on a dessiné, les enfants sont allés dessiner des colombes et des fleurs et des trucs. Donc déjà le symbole il est... Voilà. En plus, comme je vous disais, donc 45% seulement des habitants à la frontière ont un moyen d'accéder à un bunker aux normes et seulement 55% des Israéliens ont accès à des bunkers. Le mec, je comprends, il est Premier ministre, c'est pas n'importe qui, je dis pas le contraire. Il vient dans ce climat avec sa petite migounite au cas où. En l'occurrence, il n'a pas eu besoin d'y aller parce que ça aurait été une bonne scène aussi. Je crois qu'il y a 2 semaines, il y avait une alerte. Il n'avait pas sa petite migounite parce que c'était à Jérusalem. Et il était rentré dans un bunker public. Et du coup, ils avaient empêché les citoyens de rentrer se protéger parce Il était dedans. qu'il était dedans. Encore une fois, ça peut se comprendre. Premier ministre, tu veux pas qu'il y ait un mec qui vienne... Machin. Ça la fout quand même très mal. C'est franchement... Ça te dit tout sur Netanyahou. C'est quoi t'es le roi, t'es qui Ouais. toi? Ouais, t'es qui au-dessus, tu laisses les gens mourir Oui. en fait. Donc- Tu peux pas rentrer dans un bunker avec les gens parce que Non, quoi, non. qu'est-ce qu'ils vont te faire?
Tu vas te faire poignarder ou quoi? Ouais, mais encore une fois, t'es à Arad. C'est ton électorat, mais non, mais tu vois, à fois la 1000. limite, pour des raisons de sécurité. Et en plus, t'es ultra protégé. Enfin, il y a une centaine de soldats avec toi, quoi. De quoi t'as peur? Quel peureux? C'est un peureux. C'est un peureux. Ah bah ça, c'est sûr. Et donc, il se balade à Arad, il serre des mains, machin. Les gens l'adorent comme d'hab. On comprend toujours pas pourquoi. Et ça aussi, je comprends pas. Bah oui. Non, mais ça, c'est incompréhensible. Et donc... Fais-moi un verre d'eau, là. Je te fais un petit verre d'eau. Et donc, ce qui se passe, c'est que au moment de partir, Netanyahou repart avec Sami Gounit. Au lieu de la laisser, de dire, écoutez, au moins gardez-la. Et là, tu as quand même des citoyens, des habitants de Arad qui sont plutôt pour Bibi, c'est-à-dire pas celle qui est venue gueuler, qui quand même disent aux journalistes, alors là, on tombe des nues quand même. Il nous a même pas laissé la Migounit. Et ça, pour moi... Mais ça, c'est lui. Mais ça, c'est lui. Qui raconte Netanyahou, qui raconte ce gouvernement qui ne pense qu'à sa tête, qui ne pense pas aux habitants, qui pense à ses intérêts politiques et qui nous laisse, nous, dans notre merde, mais totalement, quoi. Sans école, sans indemnité, sans sécurité, ils sont jamais sans là. rien. Ils sont avec des prix hallucinants. Voilà, encore, on en est... Alors, je vais vous faire une annonce hebdomadaire du prix du yaourt. Le yaourt est à 7 shekels 50. Le yaourt. Tu parles de yaourt, parle de pain, parle de fromage. Explique le fromage. Marie-Antoinette, d'ailleurs, Sarah Netanyahou, était à un sommet... Tu sais qu'elle est partie aux États-Unis. Elle, par contre, elle a pris l'avion en première classe. Hein. Wow. Et tu sais de qui elle a été parlée? Elle a parlé... Elle était un sommet de femmes... De première femme. Parce avec un sac Chanel. Ouais, bah, évidemment. Donc elle sur les photos, d'ailleurs. Encore une fois, en période... C'est vraiment... Ces deux-là, c'est les Ceausescu. J'attends le jour où l'armée les arrête, ces deux-là. C'est monsieur et madame Ceausescu. Ouais. On en est là, quoi. Et elle, donc, on est en pleine guerre. Encore une fois, au lieu de passer sa journée dans les hôpitaux israéliens, d'aller voir les Israéliens, à être à la frontière, enfin, ce que font les First Lady quand il y a une guerre, elle part à Washington avec toute sa pamalia, avec son sac Chanel, avec son coiffeur et son maquilleur. Des valises de lessive dégueulasses. Et elle va parler de la difficulté de ses deux fils à elle, alors qu'il y en a un qui depuis le début de la guerre est à Miami, mais c'est incroyable. Je sais pas s'il est à Miami depuis le début de la guerre, tu sais quoi? Non, parce que là, il est en Hongrie. Ah non, il est à Hongrie. Ah bah oui, chez Orbach. Oui, ouais. Il était à Miami, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû le virer. Il est revenu là 2-3 jours, la guerre a commencé avec l'Iran. Lui, il est jamais là. Mais tu vas pas se faire chier à courir dans les... Donc c'est une famille, c'est vraiment... Et donc elle a le culot d'aller à Washington et de parler de « Oh là là, c'est tellement horrible, mes deux fils, ils ont grandi. » Et autre truc sur cette semaine. Il a fait l'armée. Est-ce qu'il a fait l'armée il était avec une pote à moi à Doversal, là où il a rencontré Ourir et compagnie. C'est toute cette équipe-là qui aujourd'hui est dans le cabinet de Netanyahou, qui d'ailleurs, les uns après les autres, sont accusés, inculpés ou pas encore, mais en tout cas, il y a des, comment on dit, un rachash, un doute voilà, sur Ourir qui était son porte-parole, non, pas son bras droit, son chef de cabinet, qui était en garde à vue, là, enfin, en Hakirot, en investigation depuis des semaines, qui a été libéré, mais qui apparemment va se prendre une accusation un procès pour trahison d'État, pour avoir reçu de l'argent. Ça s'est confirmé. Il a avoué avoir reçu des salaires en temps de guerre pendant le 7 octobre du Qatar pour avancer le narratif du Qatar. Il n'a rien eu. Voilà. Pour l'instant, non, il paraît que ça va venir. Il y en a un autre, là, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a reçu du Qatar, mais avant, qui a fait une campagne pendant les JO et tout, machin, et qui est resté, et qui n'avait pas passé les tests de sécurité nécessaires pour travailler avec le Premier ministre. Donc, en fait, un mec qui était en uniforme, ils sont rentrés dans les bases militaires et tout, ils n'avaient pas le hockey de l'armée et des services secrets pour travailler ça. C'est-à-dire, ils étaient face à des infos secrètes, top secrètes, où ils étaient censés avoir un ishour, comment on dit, un laissez-passer, un droit à cette censure, en fait, de voir les choses qui sont top secrètes. Il n'y a jamais eu de vérification. Donc, ces mecs-là, comment tu peux être Premier ministre et accepter un truc comme ça? Il fait genre, il ne sait pas, il savait très bien. Et même s'il ne sait pas, c'est dingue de ne pas savoir ça, que ton équipe, elle n'a pas, elle même pas que aux normes. Que tu saches ou pas, ça ne change rien, que le gars, il n'a pas le droit d'être là. Ça, il y a 2 semaines,
Non, mais je vous fais la totale, parce que là, faut pas que vous ratiez ça quand même. Là, il y a 2 semaines, il y a 10 jours, accusation d'un des mecs de son cabinet à Netanyahou de viol. Ouais, un petit viol, c'est même pas un grand viol. Ouais. Et là, dernier truc, hier, son porte-parole, dont les écoutes sortent, et où il dit... ces babouins, babounes, ces babounes du Likoud, un truc raciste comme on peut pas s'imaginer, contre les mecs du Likoud, que c'est des abrutis et que machin. Et en fait, il y en a pas un pour attraper l'autre. Je pense qu'ils vont tous finir en prison à un moment ou à un autre. Tu crois? Je les vois mal. Moi, je pense qu'il y a vraiment un changement de gouvernement. Netanyahou, qui lui d'ailleurs est quand même toujours en procès, mais on sait que la guerre c'est top parce qu'il a une bonne excuse pour décaler son procès. Et donc voilà, on en est là en fait. C'est ça Israël aujourd'hui. C'est ça qui est triste, c'est que ce qui est très dur à vivre, je pense pas que pour moi, hein, pour beaucoup d'Israéliens, c'est pas le fait qu'il y ait la guerre, c'est le fait que pendant la guerre, il y ait ça qui se passe. C'est-à-dire que tu es trahi par ton gouvernement pendant la guerre. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer tout le monde à l'armée, donc tu as eux qui font leur magouille pour pas y aller, tu as toutes ces histoires de budget, ils pensent qu'au fric du soir au matin, c'est-à-dire que la nuit, ils font passer des lois pour monter encore leur salaire, des trucs comme ça. Et pendant ce temps-là, nous, vraiment, littéralement pendant ce temps-là, on court aux abris. Et c'est ça qui est très dur à avaler. Parce que quand tu as au moins un gouvernement ok, il y a la guerre, mais bon, tu as ton gouvernement, il est avec toi. Tu as Churchill qui est là derrière, qui dit, bon les gars, on va faire ci, on est ensemble. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'ils disent, on est ensemble. Beyachad nenatzeach, ensemble on vaincra et tout ça. Tous les slogans qui veulent rien dire. Je pense que les Israéliens... j'espère que ça va se traduire dans les urnes aux prochaines élections. Je sais pas, parce que Netanyahou, de toute façon, franchement, c'est un magicien. Il arrive toujours à retourner la situation pour lui. Donc, et les Israéliens, ils sont mauvais. Enfin, franchement, je pense que toi et moi, on est, et d'autres, hein, mais je pense que le fait qu'on soit, par exemple, qu'on soit français, qu'on ait du recul par rapport à tout ça, ça nous permet d'avoir une analyse qui n'est pas l'analyse qu'ont généralement tous les Israéliens. Et il y en a beaucoup qui sont là en mode c'est comme ça, quoi. De toute façon, si on enlève Netanyahou, qu'est-ce qui va rester En fait, je pense que les gens ont peur de l'inconnu, et Netanyahou s'est établi comme une sorte de sécurité par sa présence, une sorte de quelque chose qui donne une sorte de... au bout d'un moment, c'est tellement un charlatan que tu te dis, mais franchement, quoi. Ils préfèrent ça, ils préfèrent le charlatan qu'ils connaissent, ou au final, ils croient aussi tout ce qu'il dit. Tu vois, quand il te dit... tu vois des vidéos sur TikTok et tout, où tu vois des mecs qui répètent les messages que Ourir et compagnie, ils ont publiés et qu'ils ont tweetés à la seconde, et tu as les messages qui passent, et ils disent tous la même chose, qu'au final, la gauche ceci, la gauche cela, c'est le problème de la gauche, c'est eux les traîtres, c'est eux qui ont... Et tu vois, ils ont réponse à tout, et je pense que nous, comme tu disais tout à l'heure, au final, que je te parle même pas de la gauche, je pense que dans l'opposition, il y a ce truc de... il n'y a pas d'union des partis de centre. Déjà, il y a quand même 3 partis de centre. Ça va diviser les voix, on fait les mêmes erreurs. Et moi, j'ai à la fois la même envie et le même espoir que toi, qu'une fois qu'on arrive aux urnes, il n'y ait pas les mêmes trucs. Mais ça ne va pas non plus se tenir... Il ne faut pas non plus tenir responsable que les Israéliens. Je pense que les chefs politiques ont aussi un mifran, un examen devant l'histoire aux prochaines élections, de ne pas refaire les erreurs qui ont été faites, de ne pas mettre leur ego, et de vraiment proposer une alternative, et une alternative plausible, pragmatique, qui va vraiment tenir, pas comme le même Shalet Hachinouï, pas comme le gouvernement de changement, qui était au final une sorte de gouvernement de transition, où je peux le dire, moi j'ai travaillé au gouvernement, on se levait tous les matins et on travaillait pour les citoyens, et on a fait bouger les choses, et on a mis les budgets là où il fallait pour vraiment, et c'était pas on travaillait avec Bennett et avec Ayelet Shaked, et on travaillait avec tout le monde, et avec Mansour Abbas. C'est ça dont Israël a besoin, et malheureusement, comme toi, j'ai peu d'espoir que les Israéliens comprennent et sachent comment voter pour vraiment donner la chance à une alternative politique. L'avenir nous le dira.
On attend. Déjà, on va attendre que ça. Ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois que la guerre s'arrête, parce qu'on en a beaucoup, à chaque fois qu'il y a un. Et donc, il y a on va dire, une descente d'adrénaline comme ça, et les gens, ils oublient. Ça, c'est fou. C'est ça qui se passe, souvent. Et moi, j'oublie pas déjà le 7 octobre. Je suis encore en mode 7 octobre. Je veux qu'ils payent pour le 7 octobre. Même si là, on est sur Iran et tout ça, je pense que ce qui s'est passé avec le 7 octobre, c'est impardonnable. C'est incroyable. Je ne sais pas avec qui j'en parlais. J'ai une copine qui est à Eilat en ce moment parce qu'elle a quitté chez elle. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des bunkers, même à Tel Aviv, parce qu'ils habitent dans des quartiers où le bunker, il est loin. Et donc la nuit, avec des enfants, il faut se lever, il faut courir et tout ça. Donc elle s'est barrée de Tel Aviv, donc elle est à Eilat. Et on parlait de ça. Comment ils oublient, Juste pour que vous captiez, c'est genre vous habitez à Paris et vous allez vivre du jour au lendemain à Tours ou à Poitiers. Ouais. Parce qu'il y a moins de missiles que sur Paris. Enfin, c'est ça quand même. Voilà, juste j'avais besoin de resituer. Et on parlait du fait que c'est... Enfin, est-ce qu'il y a des exemples de gouvernements qui ont réussi à tenir après une catastrophe comme le 7 octobre? Comment c'est possible? Ça fait presque 900 jours de guerre. Même eux, ils n'y croyaient pas. Parce que si on part du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 3 ans de guerre non-stop. On a eu un petit répit après la guerre des 12 jours, on va dire. Mais bon, on a toujours eu le Hezbollah. Non, je dirais pas ça. Moi, je dirais on a eu un répit quand les otages ont été libérés. Donc même après la guerre, en fait, on a été tous encore tant que les otages. Donc en fait, on a eu quoi? On a eu 2 mois, 3 mois. Et là, et ce gouvernement tient. Ouais. Et les gens le supportent encore, quoi. Mais Bibi nous dit: je vais faire tomber le gouvernement, le régime iranien. Non mais et il envoie des tweets. Moi, des fois, j'ai des moments, j'ai l'impression que j'hallucine. Je sais pas s'il y croit lui-même. Netanyahou qui dit: le peuple doit se lever et descendre dans les rues pour renverser le régime. Allô, c'est ce qu'on essaye de faire, mec. T'as vu qu'on n'y arrive pas. Donc, genre, je veux bien qu'il soit plus fort que nous parce qu'on n'y arrive pas. Mais il y a un moment où c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, tout ça. Ouais. Je voudrais qu'on finisse sur une note Pessah est à l'approche. Et donc, la libération, le thème de la libération, de la liberté, d'un peuple qui se libère des chaînes d'un dictateur, un peuple qui part en exil aussi, jusqu'à arriver en Terre Sainte, et qui arrive au final... je pense, dans le narratif collectif, à nous évoquer, à nous tous, le fait que même après que ça a été très dur, après l'esclavage, après les plaies, etc., le peuple juif arrive à avoir ses tables de la loi, ses règles fondatrices, à se créer à s'identifier en tant que peuple, et donc à se déclarer comme un peuple libre. Et donc voilà, moi je souhaite ça à nos frères et sœurs iraniens. Bien que... ouais. Et aussi à nous, les Israéliens. Et surtout à nous, là, en ce moment-là. J'aimerais bien je sais pas, on est des frayeurs. Je voulais terminer sur une note positive. Non, je suis sur une note positive. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, Pantin. C'était positif.